Et au niveau, est-ce que tu rencontres toi quand tu développes un projet ou quand tu accompagnes un e-commerçant, est-ce qu'il y a des limites que tu rencontres parfois sur un projet que tu peux avoir en charge, alors que ce soit des limites techniques, des limites en termes de SEO, des limites en termes de marketing? Est-ce qu'il y a des limites auxquelles parfois tu es confronté et que tu n'arrives pas à résoudre, ou qui sont difficiles à résoudre parce que le client n'est pas forcément en face de la réalité par rapport à ce qu'il te demande, quoi? Ah oui, il y a toujours des choses loufoques chez les clients. Ouais. Ils veulent toujours des trucs, des petites fonctionnalités qui pour eux, enfin voilà, là il faudra rajouter un petit bouton qui fasse, quand on fait ça, ça crée, je sais pas, une page annexe, enfin, Ouais. ou que ça met un truc et qu'on clique faire un devis par exemple. Enfin, ils ont toujours des trucs, ils pensent toujours que c'est simple, et c'est rarement le cas malheureusement. C'est pour ça que moi maintenant, je me fais plus avoir, et à chaque création, je demande un cahier des charges très poussé. Oui. Et du coup, on fait un chiffrage et on explique aux clients que bon, ça, en fait, pour eux qui pensaient que c'était un petit quelque chose, c'est très très loin à développer, parce que il faut faire matcher une table, enfin une base dans la base de données, il faut créer une table annexe qui va matcher, qui va en fonction de se mettre à jour. Enfin, donc c'est super compliqué. Est-ce qu'il y a des limites? Il n'y a pas vraiment de limite. Je pense pas qu'on puisse avoir de limites. La limite après va être le budget du client, le temps qu'il veut passer dessus, et voilà. Oui, c'est Ouais, ça, mais après, justement, plus les demandes vont être, comme tu dis, loufoques, et plus parfois il va y avoir du temps à consacrer, et donc plus le budget va être consommé de façon un petit peu, comment dire, un petit peu bête, quoi, un petit peu. C'est dommage de mettre du budget sur une fonctionnalité que seul le e-commerçant sera content d'avoir au final, mais qui sera pas réellement utile pour les utilisateurs. Donc ça impacte aussi directement le coût d'un projet, quoi. Alors c'est pour ça qu'on les recadre, on leur dit bon écoutez, allez à l'essentiel, essayez pas de faire des trucs complètement fous que les clients vont pas forcément comprendre. Et voilà, enfin eux c'est vrai qu'ils ont leur idée vraiment prédéfinie, ils travaillent tous les jours sur leur projet, ils connaissent leur projet par cœur. Et quand un développeur arrive sur le tas, d'ailleurs c'est pour ça que ça se passe souvent très très mal entre un développeur et un client, c'est parce que les clients pour eux ça leur semble clair et limpide, et comme développeur pas du tout, il connaît pas du tout la société, et lui il pense un peu carré, manière code, est-ce que ça va rentrer dans le code, est-ce qu'on peut Oui, voilà, c'est pas du tout les mêmes problématiques, quoi. Voilà. Pour ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de clash entre clients et développeurs, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pas du tout la même vision. D'un côté, le développeur n'est pas forcément un spécialiste du marketing et des choses un petit peu entre guillemets, je mets bien des gros guillemets, superflues qui peuvent être demandées. Et de l'autre côté, le client, lui, le e-commerçant, du coup, il a vraiment l'impression que si on rajoute un bouton ou quelque chose, une fonctionnalité qui n'est pas présente en native, il a l'impression que ça va multiplier ses ventes, ou ça va être à l'origine de son succès ou de son échec, quoi. Donc, alors que voilà, le développeur, lui, il a pas du tout cette vision-là. Lui, il est là simplement pour faire en sorte que ça fonctionne. Et parfois, pour faire en sorte que ça fonctionne, il faut un peu plus de développement que de rajouter un bouton sur une page en front, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et au niveau des coûts, justement, toi, tu pourrais nous communiquer une fourchette de prix sur un projet e-commerce moyen, on va dire, un budget standard pour le développement d'un site e-commerce ou PrestaShop. Est-ce que tu as une enveloppe, on va dire, juste, c'est-à-dire pas trop excentrique en termes de prix, mais pas trop non plus discount, de manière à avoir un projet qui tienne la route dès sa mise en ligne? Quelle enveloppe tu conseillerais? Alors après, tout dépend, encore une fois, tout dépend de ce que veut le client. S'il y a des fonctionnalités qui sortent du native de PrestaShop, ça va coûter plus cher forcément. À part s'il y a des modules qui font le boulot, là on fait acheter les modules directement au client. Mais pour avoir quand même quelque chose de sérieux, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir le faire pour entre 500 et 1000 euros. Enfin, il y a toujours quelqu'un pour le faire moins cher. Moi maintenant, ma fourchette de prix, je suis entre 3 et 5 000 euros, je dirais. En budget moyen, quoi. En budget moyen, pour vraiment prévoir quelque chose de clé en main et qui marche de suite, toutes les problématiques sont pensées, le cahier des charges est respecté, l'hébergement est configuré. Voilà, ça c'est quelque chose, et le site est sauvegardé aussi, ça. Oui, aussi, oui. C'est ça. Oui, c'est vrai que
quelque chose qui est souvent ignoré, ce que j'ai remarqué, c'est que les backups, alors il y a deux choses au niveau des backups, j'en avais parlé dans un précédent épisode, c'est que, enfin tu me diras si tu me suis ou pas, d'une part, soit c'est totalement ignoré par le e-commerçant, et là bon, il n'y a pas de débat, il faut mettre en place un backup pour pallier à tout problème qui peut survenir sur le serveur ou sur le site. Et deuxième chose, c'est l'externalisation des backups, c'est-à-dire que quand on a un backup, bien souvent, il est situé sur la même machine que le site en production. Et ce qui est un petit peu dommage dans le sens où s'il y a un problème sur le disque ou sur le serveur, sur la machine, eh bien les backups peuvent aussi être perdus en même temps que la version en production. Donc je sais pas si toi c'est quelque chose auquel tu sensibilises tes clients ou pas du tout. Si, tout à fait. J'ai eu d'ailleurs une mauvaise expérience avec des clients qui avaient besoin de performance et peu de budget et sont partis sur des serveurs chez OVH ou autres online avec des panels comme Plesk. Oui, c'est très répandu, oui. Sur le papier, c'est merveilleux, hein, Plesk. Ça fait vraiment tout le boulot d'un infogérant sur le papier. Mais et quand il y a des pannes, les backups sont faits en local. Il y a la possibilité de le faire en FTP, mais les gens se disent que c'est pas la peine. Oui. Ils prennent pas de serveur externe. Et le jour où il y a une panne, ça marche plus. Le backup a disparu en même temps que la prod. Il n'y a plus de base de données. Alors, par miracle, j'ai un client ça lui est arrivé une fois et j'ai réussi à récupérer la base de données dans les sources, la réimporter sur notre serveur, importer les sites. Enfin, c'est vraiment très compliqué parce qu'en plus les sauvegardes sont très mal gérées. On sauvegarde même pas les sources, les sources du serveur, on sauvegarde le site. Donc, ça c'est très problématique. C'est pour ça que moi je conseille à tout le monde de partir sur une offre cloud qui marche très très bien. D'ailleurs, je travaille avec Always Data. D'accord. Et, eux, ils sont vraiment, alors c'est cher. Moi j'ai un TPS chez eux, ça coûte très très cher, mais vraiment déjà le support ça suffit tout le temps. Et puis ça, voilà quoi. Les backups sont bien gérés, c'est ça, on peut tout faire. Hein. On demande sa version de PHP, on change son PHP pour l'UNI, tout ça sans les grosses contraintes de mettre à jour ses paquets sur son serveur, il n'y a plus rien qui marche, tout est coupé. Non, là, ça marche bien. C'est enfin peut-être pas auto-géré, c'est infogéré, on va dire. C'est infogéré, on a un accès dessus, dès qu'on a besoin d'installer un truc, on leur demande, en général, ils le font. On a vraiment l'essentiel. D'accord. Bon. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. J'aimerais voir de plus en plus de panels comme ça. Et en fait, au final, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, non, c'est sûr. La majorité vont au plus simple, hein, comme on le disait tout à l'heure. Hein, la majorité va au pas cher, au mutu qui s'installe en un clic. On reçoit ses codes FTP, on met son site en ligne et hop, on a l'impression que ça fonctionne. Mais quand le business commence à tourner, on se rend compte qu'il y a plein de problématiques auxquelles on peut pas répondre quand on est sur une offre sous-évaluée, sous-estimée, notamment en termes de paramétrage et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un peu triste d'ailleurs, hein, mais bon, voilà, les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent sur Google comment installer son PrestaShop, machin, ils vont tomber sur des articles un peu sponsorisés et qui vont dire plus ou moins la même chose, de partir chez OVH, ils vont voir 3 articles. C'est plutôt, alors pour le coup, c'est plutôt One and One qui a une offre d'affiliation. OVH, à ma connaissance, ne font pas d'affiliation, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ce genre d'articles pour One and One qui rémunèrent et c'est très bien, hein, tant que c'est dit en toute transparence par l'article, à la limite, il y a pas de problème. Mais il faut savoir que souvent, il y a une offre d'affiliation derrière et le choix est orienté, le choix de l'hébergeur est orienté par le gain que ça peut générer pour le webmaster du blog, qui donne ses conseils, plutôt que par les réelles performances de l'hébergeur conseillé, quoi. Bon, après, faut pas avoir. Enfin, moi, pour ma part, c'est vrai que Always Data, ils font la même chose. D'accord. Moi, je m'en sers jamais. Oui. parce que gagner quelques centimes, je m'en fiche un peu. Mais c'est vraiment pour le client le dépanner. Et puis derrière, d'ailleurs, dans cette interface-là, moi, je peux avoir un accès à l'interface sans avoir à gérer la facturation et tous ces trucs-là. Donc, c'est super pratique. C'est vraiment super bien pensé. D'accord. Je connaissais pas l'OS Data, mais ce sera l'occasion d'aller jeter un œil à ce qu'ils font.